Europe Matin, Raphaël Duchemin sur Europe 1. 8h18 sur Europe 1. Bonjour François de Rugy. Bonjour. Président de l'Assemblée nationale. Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1. On va évidemment parler révision de la Constitution, mais d'abord, vous aviez dit il y a quelques jours seulement espérer une proposition de loi émanant de la majorité pour la PMA. Visiblement, vous avez été entendu puisqu'elle sera déposée à l'Assemblée demain par Guillaume Chiche. C'est un rappel aux promesses pour le président que lui fait la majorité ? C'est surtout une façon de passer à l'action. Il y a en effet un engagement qui a été pris avant les élections, d'abord par le président de la République, puis par les candidats aux élections législatives, devenus députés de la majorité. Et il avait été dit par le gouvernement qu'il était souhaité que ce soit fait avant la fin de l'année 2018. Nous sommes à la mi-2018 et moi je trouve que c'est une bonne chose que cela passe par une initiative des députés et donc des députés de la majorité. C'est la raison pour laquelle le on gouvernement lui met un peu amicalement la pression. Non mais le gouvernement avait l'idée d'avoir un grand texte bioéthique, c'est-à-dire tous les sujets de bioéthique, et on le fait d'ailleurs à l'Assemblée à peu près tous les 5 ou 7 ans, on révise les lois sur la bioéthique. Et l'idée de mettre la question de la procréation médicalement assistée dans ce texte peut se comprendre, puisqu'il y a en effet des enjeux de bioéthique, mais pour autant, on voit bien que cela risque de retarder les choses. Et moi, je trouve que quand il y a un sujet qui est bien identifié, et la question de la PMA est un sujet bien identifié depuis des années, un sujet sur lequel les députés ont travaillé, eh bien la logique, c'est que l'initiative de la loi soit prise par les députés. Donc, il faut l'isoler, alors qu'Agnès Buzyn dit c'est un tout. Les deux peuvent se défendre, mais moi, je défends l'idée qu'un sujet, une solution, une loi. Et je trouve qu'avoir une proposition de loi émanant des députés qui pourrait être inscrite à l'ordre du jour dans les semaines qui sont réservées au groupe de l'Assemblée nationale, si le groupe de la majorité est prêt à inscrire cette proposition de loi, et Richard Ferrand, le président du groupe La République En Marche, a dit lors du congrès, le 9 juillet dernier, que c'était un sujet sur lequel le groupe de la majorité voulait s'investir, eh bien je trouve ça normal à partir du moment où il y a des députés qui ont travaillé. Il faut que les Français aient bien conscience que ces sujets qui sont assez techniques par certains côtés, et eh bien les députés parfois ont travaillé dessus. Il y aura donc une loi PMA, ou en tout cas un projet de loi, une proposition de loi PMA. Il y aura soit un texte du gouvernement, en effet, en tout cas il y a maintenant sur la table une possibilité de texte des députés. Alors, le chef de l'État va aller peut-être se confronter directement bientôt aux parlementaires, puisque les députés ont adopté, pas plus tard qu'hier soir, le principe de ce face-à-face au Congrès. Avant-hier soir. On finit par s'y perdre dans les séances de nuit, car en effet, c'était soit avant-hier soir, soit hier, très tôt le matin. Très tôt le matin. C'est inédit, c'est voulu évidemment par Emmanuel Macron, et pourtant, ça n'est pas la République En Marche qui porte ce texte, ni le gouvernement, c'est l'UDI. Oui, c'était un amendement que le groupe UDI, et notamment son coprésident Jean-Christophe Lagarde, avait déjà déposé en commission. Oui, mais est-ce que ça veut dire que ça n'est pas totalement assumé par le gouvernement ou par la majorité ? Écoutez, cela, vous demanderez au gouvernement. Moi, ce que je sais, c'est que ça fait longtemps que je pense que c'est un peu ridicule d'avoir un discours du président de la République suivi d'intervention des présidents des groupes parlementaires de l'Assemblée et du Sénat, mais sans le président de la République. C'est-à-dire que les présidents de groupe répondent au président alors que le président est déjà parti. Et d'ailleurs, du coup, le président ne peut pas non plus leur répondre. Emmanuel Macron a dit, dans son discours devant le Congrès, le 9 juillet dernier, eh bien, je souhaite pouvoir, à l'occasion de la réforme constitutionnelle, c'est faisable, je souhaite pouvoir répondre aux groupes parlementaires qui interviennent après moi, et je trouve que c'est une avancée démocratique. Oui, alors c'est faisable, cela dit, c'est une pratique tout à fait nouvelle, qui bouscule effectivement l'ordre établi. Je ne sais pas si vous avez vu la une de l'Opinion ce matin, qui se demande, le Premier ministre est-il menacé ? C'est le cas, Édouard Philippe, comme François Fillon, va devenir le collaborateur ? Non, François Fillon, il a été Premier ministre pendant 5 ans. C'est tout le bien que je souhaite à Édouard Philippe, parce que moi je suis pour que l'on puisse agir dans la durée. Mais vous savez, en France, on a le chic pour, à partir d'un simple amendement, sur le fait de savoir, vous savez ce que c'était l'amendement ? Si les groupes parlementaires répondent hors la présence du président de la République ou en présence du président de la République. Voilà ce que c'était l'amendement. Et on va nous expliquer que ça bouleverse l'équilibre de nos institutions. Enfin, il faut quand même garder le bon sens. Sortie de régime, sortie de la 5e, voilà ce que disait Bruno Retailleau à ce micro la semaine dernière. Vous savez, l'opposition de gauche avait dit exactement la même chose quand Nicolas Sarkozy a voulu pouvoir s'exprimer devant le Congrès. C'était il y a 10 ans, et depuis 10 ans, on a vu que ça n'avait rien bouleversé du tout. Vous savez qu'au Parlement européen,
lorsque notre président de la République, que ce soit Emmanuel Macron, avant lui François Hollande ou Nicolas Sarkozy, va s'exprimer devant le Parlement européen, non seulement il s'y exprime, les députés européens l'interpelle et le président de la République répond. Moi, je trouve que c'est un exercice de débat démocratique sain. Évidemment, il n'y a pas de vote. C'est-à-dire que le Parlement ne va pas faire un vote de confiance comme il le fait pour le gouvernement. Et ça, il faut continuer à le faire parce que le président de la République est élu directement par les Français. Il n'est donc pas responsable devant le Parlement, mais directement devant les Français. En tout cas, ça n'est qu'une toute petite, infime partie de la réforme à venir. Beaucoup de changements, notamment dans l'article 1. Article que vous attaquez aujourd'hui. C'est bien ça. Nous avons commencé hier soir. Bon, le climat n'est pas forcément placé sous les meilleurs auspices parce que vous allez demander aux députés de travailler ce week-end, François de Rugy. Or, à ce même micro, il y a quelques semaines, vous disiez il y en a marre, l'agenda est trop chargé. Vous avez changé d'avis ? Non, je n'ai pas du tout changé d'avis et je souhaite d'ailleurs qu'à l'occasion de cette réforme constitutionnelle, on se donne les moyens de changer nos méthodes de travail. Car nous avons une démonstration par l'absurde avec cet examen de la réforme constitutionnelle, nous avons une démonstration par l'absurde des dysfonctionnements du Parlement. Vous pourrez faire le vote solennel le 24 juillet en l'état ? Je l'espère parce que je crois que tout le monde a intérêt à montrer que les députés savent traiter une réforme constitutionnelle correctement en plus de 2 semaines. Oui. Vous savez malgré les amendements, il y en a beaucoup ? Voilà, il y a 10 ans, il y avait une réforme constitutionnelle. 17 articles, 600 amendements. Là, nous avons une réforme constitutionnelle qui a moins d'articles et il y a 4 fois plus d'amendements. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, moi, je ne suis pas pour limiter le droit d'amendement, le droit de déposer des amendements pour les députés. Mais en revanche, il faut qu'à un moment donné, on puisse organiser les débats. J'ai proposé au groupe parlementaire d'organiser un peu mieux les débats sur cette réforme constitutionnelle. Ils ne l'ont pas voulu. Du coup, malheureusement, nous en sommes réduits à devoir ouvrir des jours de séances supplémentaires, le vendredi, le samedi, peut-être le dimanche. Et ensuite, nous poursuivrons, car vraiment... Justement, donc vous ces dites débats démontrent qu'il faut changer nos modes de fonctionnement. C'est vous qui êtes en train de rallonger les débats. Mais en tout cas, le fait de vouloir déposer des amendements, il faut bien le dire, sur un petit peu tout et n'importe quoi. Parce que si vous aviez c'est quoi vu, le n'importe quoi ? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de députés qui veulent intégrer dans la Constitution des choses qui sont du domaine de la loi. Un jour, certains voulaient constitutionnaliser la loi Veil sur l'avortement. C'est pas du domaine de la Constitution. La Constitution, c'est pas un recueil de lois. La Constitution, c'est fait pour dire voilà quels sont les grands principes. Donc ça, d'accord, les grands principes, les grands droits, les grandes libertés des citoyens. Et puis surtout, la Constitution, c'est fait pour organiser le bon fonctionnement de notre démocratie. Et ça, c'est le sujet. Et là, nous avons des articles importants dans cette réforme de la Constitution pour rendre les débats plus prévisibles. Pour qu'on y voit plus clair, bien sûr, pour le travail des députés, mais aussi pour les citoyens, que les citoyens comprennent clairement, voilà, tel débat va avoir lieu à tel moment, je vais pouvoir y travailler. Si je suis membre d'une association, d'un syndicat ou d'un groupement professionnel, je pourrais aller voir mon député, je pourrais lui proposer des amendements sur tel ou tel sujet. Voilà l'intérêt d'avoir des modes de travail qui soient beaucoup plus efficaces. Dites-moi, vous en êtes où avec les sénateurs ? Gérard Larcher a eu une réunion un peu rock'n'roll, selon son entourage, avec les députés de son groupe, qu'il accuse de vouloir dealer avec Macron. Ce sont les mots employés sur la révision de la Constitution. Je ne crois pas que ce soit Gérard Larcher qui soit rock'n'roll, mais en l'occurrence, Gérard Larcher a démontré depuis 1 an qu'il était dans une logique d'opposition constructive. Là, c'est concret. On parle souvent de l'opposition constructive, mais on entend plus souvent le mot opposition que le mot constructive. Donc, là, lui, avec Macron, il a dit depuis le début ses désaccords, ses divergences, ses différences. Je puis vous dire qu'entre lui et moi, il n'y avait pas de profil aussi différent au départ, par notre parcours politique, par nos idées. Lui, il a toujours été sénateur, moi j'ai toujours été député. Eh bien, nous avons réussi à converger sur beaucoup de sujets. Et je salue d'ailleurs cet esprit de responsabilité parce qu'on ne peut pas faire une réforme de la Constitution sans un accord entre l'Assemblée et le Sénat. Mais vous avez et les Français ne comprendraient elles sont réunies aujourd'hui parce que Bruno Retailleau disait que non la semaine dernière. Moi, je crois que les conditions sont réunies pour qu'on aboutisse à un accord. L'accord, on ne l'a pas encore, mais on peut le faire. Ce serait une belle démonstration aux Français que des députés et des sénateurs qui n'ont pas été élus en même temps, qui ne sont pas de la même couleur politique, sachent se mettre d'accord justement pour rénover, moderniser, rendre nos institutions plus efficaces. Sans affaiblir les pouvoirs du Parlement en termes de droit d'amendement, justement. Il s'agit même de et en termes de de représentativité des territoires, ça c'est un point litigieux, vous le savez.
Oui, mais hier soir, par exemple, dans la nuit, nous avons eu un débat qui a été qualifié d'électrique par certains journalistes, et en effet, je crois qu'il l'était, à l'Assemblée nationale sur la question du nombre de députés. Bon, ça, c'est un grand sujet qui a été porté dans l'élection présidentielle par plusieurs candidats, mais notamment par Emmanuel Macron. Nous l'avons porté, nous, aux élections législatives. Nous avons pris l'engagement devant les Français de réduire le nombre de députés, le nombre de sénateurs, de moins 30%. C'est un signe extrêmement fort de réforme du système politique. Le système politique français est capable de se réformer et de ne pas rester à côté des chantiers de transformation qui sont à l'œuvre dans le pays. Eh bien, il faut le faire. Et quand je vois que des députés de l'opposition, de gauche ou de droite, ont mené des batailles pour dire non, 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 surtout on ne touche à rien, eh bien, je crois que là, ça montre bien l'utilité d'avoir un accord entre l'Assemblée et le Sénat pour transformer nos institutions. Merci François de Rugy d'avoir été avec nous.